Bonjour à tous, bienvenue donc pour l'atelier de 14h30 organisé par l'AFNAIM. La thématique sera que penser des plateformes, donc plateformes digitales, puisque nous sommes dans le salon du digital. Je vais commencer par introduire un peu le sujet et après on va essayer de voir les points positifs et négatifs que les plateformes digitales peuvent apporter dans notre métier. Pour faire un petit topo général, la population mondiale est actuellement à 7,91 millions d'êtres humains. Et il y a 5 milliards. Il y a 5 milliards de la population mondiale qui est internaute. Donc c'est quand même plus des 2 tiers de la population qui utilise Internet. Donc 62% utilisent Internet à proprement dit et 92% surfent depuis un mobile. Donc ça vous montre bien que l'Internet, le digital, les réseaux sociaux sont vraiment implantés se positionnent comme la principale méthode d'accès à des services par les consommateurs. De 2012 à 2022, il y a une croissance de plus de 8% de l'utilisation Internet. Donc ça ne fait que croître et peut-être que dans un futur, d'ici 30 à 40 ans, tout le monde utilisera Internet et passera par ce biais pour se nourrir, pour se vêtir, pour faire utiliser des services immobiliers. En France, on passe plus de 5h30 en moyenne par jour sur le web. Donc là encore, ça vous montre l'importance du digital dans nos vies. Donc c'est une utilisation qui est en forte croissance et il y a une augmentation de ce fait très importante des plateformes digitales. Une petite définition de la plateforme digitale, c'est un site internet ou une application qui met en avant des produits et des services qu'elle ne produit pas. Donc par exemple, il y a Se Loger pour la visibilité, il y a Startlog pour l'état des lieux. Donc concrètement, c'est un lieu d'échange entre l'offre et la demande. Du coup, je vais vous donner quelques petits exemples. Moi, j'ai pu essayer à la lecture de tout ça, j'ai dissocié plateforme outils et plateforme support. Il y a des plateformes qui sont vraiment dédiées au support en renfort de nos métiers, comme MyNotary, qui digitalise les documents pour la partie notaire, mais il y en a d'autres du côté agent immobilier. Il y a Se Loger, Meilleurs Agents, toutes ces plateformes de diffusion qui sont vraiment des supports, pareil, pour diffuser. Et il y a des plateformes qui vont être plus outils. Donc par exemple pour la partie syndic, il va y avoir Matera et Dourin qui sont présents pas très loin. Et donc là, c'est vraiment des outils pour les copropriétaires pour qu'ils puissent par exemple faire eux-mêmes leurs appels de fonds ou allô, oui. Voilà, donc pour digitaliser vraiment l'utilisation externaliser surtout aussi leurs tâches, en fait, les tâches les plus simples. Il y a Unlatch qui est une plateforme comme Otari qui permet de regrouper toutes les annonces des promoteurs dans le neuf. Donc là, c'est un outil dédié aux professionnels principalement, mais ça permet aux professionnels de se décharger vraiment d'une partie de leur tâche qui serait d'aller sur chaque site, etc. Donc c'est plutôt vraiment des plateformes outils. Il y a Homeloop, Everinvest, etc. Il y en a plein d'autres. Tout ça nous amène à parler de la chaîne de valeur. Allô, dans la partie immobilier, qui est notre domaine. Après, je vais laisser la parole à mes confrères. La chaîne de valeur, on a la prospection, la diffusion, la visite, la mise en valeur, la négociation et la rédaction du compromis. Ça, c'est la chaîne de valeur décrite de manière assez grossière. Et à chacune de ces étapes, aujourd'hui, il y a des plateformes digitales qui se sont immiscées, notamment pour la diffusion, donc via les portails, pour les visites via, par exemple, Flatsi, qui font de la gestion de rendez-vous, et il y en a pléthore d'autres. La mise en valeur des biens se fait par plusieurs plateformes aussi, type NodalView. Voilà, il reste vraiment que la négociation et la réduction du compromis, la partie juridique et la partie humaine, peut-être on va voir dans la suite, qui serait encore 100% dédié aux négociateurs. Voilà, donc de tout cela, il y a
Allô? Allô? Ouais. Euh, de tout cela, voilà, donc il y a des points forts et des points négatifs. Allô? De tout cela, il y a des points forts et des points négatifs qui découlent des plateformes, de l'utilisation ou de l'appréhension qu'on a des plateformes digitales. Donc, il y a Vincent qui va vous parler des points positifs, tout cela, de l'aspect positif des plateformes digitales. Et Patrick Frigo qui va nous parler des aspects négatifs des plateformes digitales. On va voir qu'il y a un petit peu des deux. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Vincent. Moi, je suis transactionnaire, donc on fait 80% à peu près de transactions et 20% de location. Je vais également parler des syndics. Si vous êtes syndic, rassurez-vous, il y a aussi plein de solutions pour vous et vous le savez déjà. L'idée, c'est de vous expliquer déjà comment on sert aujourd'hui des différentes plateformes qui existent. Tout simplement, la première dont on va parler sur notre schéma, c'est tout ce qui est outils d'estimation. Alors, je vous parle pas nécessairement de meilleurs agents. Vous avez des choses très digitales qui sont notamment malines, qui vont aller chercher les prospects qui ont des projets de vente bien avant qu'ils aient déjà mis en vente, c'est-à-dire qu'ils vont, au travers de publicités mettant en avant l'estimation en ligne ou des services dont des gens qui auraient potentiellement un projet plus ou moins à long terme, c'est-à-dire jusqu'à 24 mois, vont se servir pour être détectés. Une fois qu'ils sont détectés, nous, on les rappelle. Donc, c'est là où l'outil numérique va nous aider à gagner du temps, puisque notre valeur ajoutée à nous, en tant qu'agent immobilier, c'est notre connaissance à nous du marché. Et en fait, une personne qui passe par vous, c'est parce qu'elle vous connaît, vous reconnaît et apprécie ce que vous lui dites. Et donc, le numérique va d'abord tracer le projet, puis c'est vous qui allez intervenir. Donc, c'est là la vraie valeur ajoutée qui reste l'humain, mais on a détecté le service grâce aux plateformes. Ensuite, en admettant donc que vous ayez fait une estimation et que le prospect se transforme en mandat, vous avez tous les outils type Modelo ou d'autres qui existent où ce que vous allez saisir une fois va être directement transféré dans votre logiciel. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que le gain de temps, il est que la plateforme vous sert à vous. Vous l'avez saisi une fois et ce sera retranscrit sur l'ensemble de vos supports. Ensuite, arrive la partie rendez-vous. Sur votre planning, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Moi, généralement, je marque déjà là où je suis pris. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours par semaine où je récupère mes enfants à 16h30, vous allez tout savoir. Donc, ces créneaux-là sont bloqués. En tout début de journée, je m'occupe d'abord des tâches qui sont soit chronophages, soit moins agréables. Typiquement, vous avez fait une estimation à 500 000 €, le vendeur vous l'a confié à 600 000 et il considère que c'est parce que dans l'annonce, vous n'avez pas inscrit qu'il y a 2 armoires dans la salle de bain, mais que le problème n'est pas le prix. Ça, on va le traiter d'abord. Et en toute fin de journée, je vais pouvoir placer mes rendez-vous de visite. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que du coup, il y a des plateformes présentes ici sur le salon, notamment Agenda Immo, où vous allez pouvoir permettre à l'acquéreur qui voit un bien sur ce loger il va pouvoir prendre lui-même son rendez-vous. Donc, il a le sentiment d'avoir choisi le rendez-vous qu'il voulait, mais en fait, c'est sur les créneaux qui vous arrangent. Il y a 2 avantages. Il y a le fait que là, pendant que je suis en train de parler avec vous, un acquéreur qui voit l'un de mes biens va pouvoir prendre rendez-vous à un horaire qui me convient en ayant eu la satisfaction de choisir cet horaire. Et moi, j'ai pas perdu de temps à gérer ce client pour cette demande-là. Pour autant, il y a un moment donné où, et encore une fois, on retombe sur la chaîne de valeur, où je vais l'appeler pour savoir ce qu'il veut, quantifier et voir si effectivement il y a d'autres types de biens que je vais pouvoir lui proposer. Et si c'est le cas, lui en proposer plusieurs. Mais ma valeur ajoutée, elle est là. C'est-à-dire que le temps que je vais passer à qualifier son appel et lui proposer d'autres biens ou un autre bien que celui que lui avait choisi, c'est à ce moment-là qu'elle est intéressante. Si c'est juste fixer un rendez-vous, j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée, même si je sais le faire, et vous confirmez que samedi à 14h, on peut se voir. Sur la suite de ça, quand on revient du coup à la première plateforme dont on parlait, où on a saisi une seule fois, que c'est retranscrit sur l'ensemble des logiciels support qu'on va utiliser, à la sortie de la visite, notamment avec Modelo, si vous avez saisi le mandat et que l'acquéreur et que votre acquéreur a également été saisi, vous êtes en mesure presque immédiatement de saisir tout de suite un compromis. Donc vous allez encore gagner en efficacité puisque vous l'avez saisi en amont pour la prise de visite. Il a été basculé sur votre logiciel et sur Modelo et vous allez le rédiger en une fois. Donc l'idée de la plateforme, elle est vraiment dans le gain de temps et les agendas en ligne notamment, souvent c'est vu comme une contrainte, mais dès l'instant où on s'organise pour placer les rendez-vous que nous on souhaite au moment où on souhaite, on crée une valeur ajoutée pour l'acquéreur puisque dans son choix, s'il le fait le soir par exemple, eh ben, il a pu choisir pour visiter le lendemain. Donc déjà, vous gagnez un acquéreur parce qu'il ne va pas relancer une seconde agence pour un même bien. Alors quand il faut appeler, il va appeler peut-être le lendemain
la première. Si elle répond pas, il va appeler la deuxième, ainsi de suite. Donc là, voilà, il y a toute cette chaîne de valeur qui est valorisée. Je parlais également des syndics. Je ne sais pas si certains sont syndics dans la salle. A priori, non. Si. Pour ceux qui le sont, on a par exemple des sociétés maintenant qui vont faire des plateformes comme Quarto, où ils vont modéliser l'immeuble. Alors, je vous rassure, je sais que les gestionnaires, vous aimez vos logiciels, ou en tout cas, vous voulez surtout pas en changer. Eux vont se rajouter par-dessus, et donc vous n'aurez rien à changer. Et par exemple, ils vont modéliser les immeubles. Là, aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 50% des copropriétés n'ont pas de modélisation, n'ont pas de plan de leur immeuble. L'inconvénient de ça, c'est que quand il y a des interventions à faire, eh ben, c'est un peu un puzzle. Il faut expliquer quel appartement a un problème, ou pour le suivi des extincteurs quand c'est des immeubles qui en sont dotés ou autres. Alors que là, la modélisation permet d'avoir tout de manière digitale et avec un traitement des mails qui est fait par ce même logiciel. Quand il y a une mise à jour qui est faite, elle est automatiquement basculée sur ces mêmes plans. Et donc voilà, la plateforme permet de renforcer l'humain, parce que c'est lui qui va gérer que les extincteurs sont bien à jour. Mais le simple traitement des mails fait que ça va être amené à donner des plans. Voilà. Et sur les autres types de plateformes dématérialisées, vous allez avoir notamment maintenant tout ce qui est nourrice en location, et notamment gestion locative, je vois qu'ils sont présents, Locagestion. Et où vous allez pouvoir du coup uniquement axer sur votre partie contact humain. C'est vous qui gérez le contact avec le propriétaire et les locataires, et la partie gestion est dématérialisée. Voilà, donc moi je suis un grand fan de tout ce qui est plateforme. C'est pour ça que j'en parlais, et j'espère vous avoir partagé ça. Bonjour, je m'appelle Patrick Frigo et je co-dirige une entreprise qui s'appelle ImmoCity. On est administrateur de biens et donc syndic, entre autres, mais aussi on fait de la gestion locative et de la transaction. Et donc j'ai la lourde tâche ici, au Rent, d'apporter la contradiction à mon confrère et d'expliquer pourquoi les plateformes numériques sont dangereuses. Donc je suis venu en basket pour courir vite après. Mais néanmoins, quand on a effectivement 61 millions sur 65, c'est-à-dire 93% d'une population qui passe plus de 5 heures sur Internet, quand cette population fait un achat par semaine en moyenne pour la moitié d'entre elles sur Internet, c'est difficile de se mettre en travers et de dire que de manière dogmatique, on ne peut pas s'y intéresser. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses auxquelles il faut qu'on soit attentif. Anissa parlait tout à l'heure de la chaîne de valeur. Elle a bien décrit la chaîne de valeur de la transaction, de la location ou de l'achat ou de la vente. Dans l'immobilier, il y a plusieurs chaînes de valeur. Et le premier danger que je vois à la plateformisation, c'est que nos chaînes de valeur sont composées d'un certain nombre de professionnels aguerris qui ont acquis une expérience de longue date. Et les plateformes prétendent remplacer ces professionnels sans qu'on sache ce qu'il y a derrière. Donc le premier danger que j'y vois, c'est la perte d'expérience que l'on peut avoir à laisser des algorithmes prendre la place d'un travail que des professionnels font depuis de longues années. Ça, c'est le premier danger que je vois. Et donc ça nourrit un phénomène qui est une illusion pour moi, l'illusion du faire soi-même. Donc des algorithmes vont prendre le pas sur un certain nombre d'éléments de notre chaîne de valeur et on va donner à nos clients l'illusion que c'est facile. On peut se passer d'un professionnel pour telle ou telle partie. Donc les chaînes de valeur sont longues, depuis la construction jusqu'à la livraison, en passant par la location ou l'achat ou la gestion des biens. La plateformisation numérique a parfois le danger de donner l'illusion à tout un chacun que c'est facile, il suffit de rentrer sur une application et de cliquer. C'est une première mise en garde. La deuxième qui m'interpelle, c'est que devant un écran, les choses sont souvent très belles. Et on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Je discutais tout à l'heure au stand de la FNAIM avec un adhérent qui refusait systématiquement de travailler avec des algorithmes parce qu'il avait besoin de parler avec les gens pour savoir s'il allait les rencontrer ou pas les rencontrer. Tandis que quelqu'un qui prend un rendez-vous systématique, eh bien, il n'y a pas cette expérience qui fait qu'on va le réorienter. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui on va travailler, on va pouvoir le réorienter.
Donc, il y a ce phénomène-là qui est que derrière un écran, on n'a pas forcément les bons interlocuteurs. On peut aussi être confronté à des problématiques liées à la sécurité, à la confiance, parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours derrière une belle application ce qui se cache. Est-ce qu'on est avec des équipes qui travaillent à proximité de soi, qui travaillent en France même, ou est-ce qu'on est avec des gens qui sont expérimentés ou pas? On a pour beaucoup des algorithmes qui essaient de donner des réponses à ce que les professionnels font habituellement. Donc la sécurité, la confiance, la transparence, ce sont des éléments importants. La sécurité des données, dès qu'on fait du numérique et qu'on met beaucoup de données sur le numérique, on n'a pas la certitude que nos données sont sécurisées, qu'elles ne vont pas s'en aller, être vendues à d'autres activités ou à on ne sait qui. Il y a quand même beaucoup de fraude sur le numérique. Moi, je notais que sur l'année dernière, il devait y avoir 42 milliards d'euros. Sur 42 milliards d'euros échangés, 7,5 millions de fraudes, de paiements frauduleux, etc. Donc la fraude est un des éléments. Quand on choisit une plateforme, on n'est pas sécurisé contre ça. On n'a pas forcément de garantie que ça se passe comme ça. Donc voilà, alors les plateformes nous proposent de supprimer un certain nombre d'éléments. Je pense que le rêve même de certaines plateformes, c'est carrément de supprimer les professionnels. Un grand cabinet et un journal économique l'année dernière a annoncé dans la décennie la disparition des agents immobiliers. Bon, on voit que ça ne se passe pas. Les différentes initiatives qui se développent ne font pas disparaître les agents immobiliers parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la relation humaine que l'on a avec son professionnel. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas tout mettre en équation. Et la relation avec le professionnel apporte des nuances que l'algorithme n'est pas forcément capable d'apporter. Donc les agents immobiliers ou les professionnels de l'immobilier ne vont pas disparaître tout de suite parce qu'on en a besoin. Nos activités sont des activités de proximité bien souvent. Et les plateformes numériques prétendent justement supprimer le problème de la distance. Or, nous avons besoin de parler à nos clients, d'avoir des clients qui sont à côté de nos activités. Et la proximité, c'est un vrai enjeu. Donc voilà, en quelques mots, les arguments sur lesquels il faudrait en tout cas avoir une attention particulière, notamment tout ce qui tourne autour de la sécurité, de la fiabilité de l'information, du devenir des informations que l'on met dans ces applications, et en tout état de cause, le maintien et le développement du contact humain, ce que l'on disait tout à l'heure, qui permet de faire perdurer notre métier, et on ne pourra pas remplacer demain les professionnels par des algorithmes, parce que l'être humain apporte des nuances que l'algorithme n'est pas capable d'apporter. Oui, c'est ça. Après, je pense que de toute façon, dans le choix d'une plateforme, l'idée, c'est vraiment de trouver une plateforme qui va en fait améliorer les compétences propres à chaque agent ou compenser certaines lacunes qu'il peut avoir. Mais aujourd'hui, en tout cas, tous les modèles qui ont été développés où les gens ont prétendu que la plateforme pouvait remplacer l'humain se sont souvent arrêtés dès l'instant où ils ont eu besoin de recruter soit en France, soit plus loin que leur quartier, soit plus loin que leur ville, etc. Parce que là, on retombe sur un métier de proximité et la machine n'est pas capable de faire une visite, en tout cas pour l'instant, et de louer un appartement, de faire visiter, de ressentir, de pouvoir parler du quartier, du voisinage, de ce qu'il y a aux alentours, mais pas en termes de chiffres, parce que savoir qu'il y a une école à côté, ok, ils savent, mais savoir qu'est-ce qui est dispensé, enfin voilà, à quoi ressemble le voisinage, finalement, comment on se ressent dans un quartier, quelles sont nos propres attentes par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on véhicule. Je pense que c'est ça qui fait que une plateforme aujourd'hui ne peut pas remplacer, peut uniquement être une amélioration de ce qu'on fait, mais en aucun cas nous remplacer. Et c'est pour ça que, justement, nous, on est membre de la commission digitale de la FNAIM. On fait attention, quand on rencontre des entreprises innovantes, des startups, on fait attention aux services qu'elles vont apporter. Il faut qu'elles apportent du service, et c'est là que le numérique est intéressant. Il faut qu'elles apportent du service
aux professionnels qui travaillent, et il ne faut pas qu'elles imaginent demain le remplacer. Je voulais juste vous donner un exemple. Il y a Flatlooker, je pense qu'il y a pas mal qui connaissent, qui pour le coup a complètement dématérialisé toute la chaîne de valeur quasiment pour la partie location. Donc est-ce que c'est possible en transaction? Je ne sais pas. Mais de la visite, de la diffusion du bien, à la mise en valeur du bien, à la visite qui est en 3D, c'est une visite virtuelle uniquement. On doit signer le bail en ligne. C'est difficile d'avoir dans le parcours client, d'avoir quelqu'un entre les deux. Vous envoyez votre dossier de manière complètement digitalisée. Vous êtes sélectionné, dans ce cas-là, vous recevez un mail comme quoi c'est bon, etc. Vous signez le bail et après, si vous arrivez sur place et que vous vous rendez compte qu'il y a une rayure sur un lit ou sur le parquet, de là, il peut y avoir des modifications. Donc là, on est vraiment sur du 0% d'agents locatifs qui intervient, sauf à la fin. Et je suppose peut-être pour le service après. Est-ce que c'est viable en transaction? Je pense qu'il y a aussi cette question générationnelle. C'est peut-être que tous ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, eux, ça les dérange pas de pas avoir un être humain. Voilà, il y a peut-être aussi des usages qui vont se faire. Alors, c'est pas pour dans 10 ans la disparition des agents immobiliers, mais en tout cas, c'est en train de redessiner, repenser dans le secteur immobilier notre métier et nos limites, quoi. C'est-à-dire où est-ce qu'on intervient? Est-ce que du coup les commissions peuvent être remises aussi en cause parce qu'il y a pas mal de tâches que nous enlevons et nous payons des services finalement qui en plus plus tard vont s'adresser aux particuliers pour leur dire vous voyez, vous pouvez faire comme les professionnels. Donc résultat, c'est la question que je pose un peu en conclusion de ce débat. C'est un peu où effectivement, où se trouvera la place de notre métier? Il sera toujours là, mais est-ce qu'on sera simplement conseil et on passera vraiment du temps là-dessus, ou on sera plutôt technicien conseil? Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a des questions du coup dans l'Assemblée, peut-être des questions par rapport à tout ce qui s'est dit. N'hésitez pas. Des interrogations, des critiques, des remarques. Ça soulève les foules, notre sujet. C'est un vrai débat. Les plateformes digitales au sens large, dans tous les secteurs d'activité, ça se multiplie. Et moi, j'ai pas mal de clients, des fois, surtout sur les plus jeunes, qui me disent non, mais je préfère pas faire. Vous avez pas une plateforme où je puisse mettre le dossier? Ils ont presque pas envie de parler avec la personne. Donc voilà, c'est aussi un peu à nous tous d'essayer de garder, je pense, le contact humain comme important. Et suivant les activités, effectivement, il y a des activités qui s'y prêtent plus que d'autres. Et si on parle des activités de gestion, par exemple, ça va être compliqué de remplacer un pourcentage aussi important que dans la transaction, les opérateurs, par des algorithmes. Et effectivement, lorsque ça vient soulager des travaux fastidieux ou des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, effectivement, ça a un intérêt. Mais il faut garder en tête que ça crée une illusion. Ça crée une illusion de la facilité du faire soi-même, et que l'expérience acquise depuis tant d'années n'a pas de valeur. Et on a bien vu des startups s'engouffrer là-dedans en disant on va vous faire de la transaction à 0 commission, et se rendre compte que finalement il y avait du travail, et que l'algorithme ne pouvait pas tout faire. Ces entreprises ont dû faire marche arrière et sont revenues dans des modèles un petit peu plus traditionnels. Donc effectivement, il faut faire la part des choses et il faut prendre le bon de ces plateformes et pas imaginer qu'elles vont remplacer complètement l'homme. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans l'exemple que tu citais, Flatlooker, qui est un bon exemple aussi, je trouve, leur idée première était de faire un logiciel. C'était uniquement de faire un logiciel. Ils ont essayé de le vendre aux agents immobiliers qui n'ont pas trouvé l'intérêt à ce logiciel. Et du coup, ils se sont dit, OK, nous, on sait qu'il fonctionne, on va le faire. Et ça a fonctionné. Tous ceux qui ont fonctionné dans le sens inverse, c'est-à-dire de se dire, je sais faire un logiciel, donc je vais savoir faire tout le reste de la vente, la location ou autre. En tout cas, pour l'instant, sur les 10 dernières années, n'ont pas réussi et sont revenus en arrière. Ils ont soit disparu, soit été rachetés. Et maintenant, ils reviennent en disant, OK, si vous voulez, on a quand même un bon logiciel, est-ce que vous voulez bien me l'acheter? Le problème, c'est que bien souvent, ils ont fait la publicité sur le fait qu'ils étaient meilleurs que nous, qu'on était mauvais, trop cher, etc. Et ils reviennent en arrière en disant, OK, en fait, dès l'instant où je veux recruter, grandir, m'accroître, j'ai un problème parce que si je prends que 600 € de commission, c'est le début de certains, personne ne veut travailler chez moi.
Donc je ne peux pas croître sans lever de fonds, et les levées de fonds, c'est comme tout, il y a un investisseur derrière, et à un moment donné, il veut un retour sur investissement. Donc c'est sûr que s'ils ont commencé, enfin tous ceux qui commencent en se disant j'ai le logiciel, donc je peux faire tout le reste, ils sont à un moment donné confrontés à un problème d'humain, et en plus de ça, le low cost ou le pas cher en France ne fonctionne pas. Je ne sais pas si pour une fois on peut dire que c'est grâce aux charges sociales, mais essayez de payer quelqu'un quand vous facturez peu, vous verrez que c'est difficile. Oui, pour aller dans ton sens, c'est vrai que surtout pour la partie location, en fait, il y a pas mal de, on peut appeler ça, parce que c'est vrai que le thème plateforme, il est un peu fourre-tout pour moi. On appelle, dès qu'il y a un site internet, on appelle ça une plateforme ou une application, alors que donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de plateformes, vraiment support, outils, mais je trouve que c'est un petit peu vague. Et pour la location, il y a plein de plateformes du coup qui proposent aux particuliers de faire leur gestion locative eux-mêmes. Et de là, je rejoins ce que tu dis, Vincent, qu'il y a, voilà, on sait tout faire. Ça y est, on a le logiciel qui va nous sortir la quittance. Ça paraît simple. Voilà, effectivement, quand tout va bien, ça paraît simple. Mais quand on a 2-3 lots, faut quand même avoir le temps, faut quand même faire la donnée. C'est un peu le danger pour moi de la plateforme, voilà, effectivement, c'est effectivement gagner du temps. Là, je rejoins la partie positive, mais ça bouscule aussi, ça prend la place de quelqu'un nous on fait ça toute la journée puisqu'on n'est pas payé pour ça, mais c'est pour ça qu'on travaille, pour gagner de l'argent, on a le temps de faire ça. Ce serait bien que vous ayez une position, non, dans le public. Je sais pas ce que vous êtes plutôt pour, contre, les deux. N'hésitez pas, hein, c'est un débat. Bonjour, Rose d'Andelion Mobilier. J'ai une petite question parce qu'on a beaucoup parlé justement du rapport humain. Effectivement, le rapport humain est très important dans nos métiers, mais on n'a pas, j'ai pas forcément entendu l'argument de l'expertise qui, je pense, est essentiel dans nos métiers et qui manque justement aux plateformes aujourd'hui. Je ne connais pas l'avenir, mais en tout cas, les plateformes aujourd'hui, je pense, et je te rejoins, Anissa, les plateformes sont plus un support technique pour pouvoir justement nous permettre d'optimiser justement nos tâches et nos actions, mais n'enlève en rien justement notre qualité d'expertise pour opérer justement sur nos dossiers. Patrick, je crois que c'est toi qui en parlais. C'est ce que je disais tout à l'heure en premier argument sur la perte d'expérience. C'est-à-dire que on confie à un algorithme ce que l'on fait depuis tant d'années, l'expertise que l'on a acquis. Cette perte d'expérience, comme on dit en Afrique, un ancien qui s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, c'est la même chose. Ce qu'un algorithme va prendre, qu'un ancien faisait, eh bien, c'est de l'expérience qui s'en va en fumée. Donc ça, il faut faire très attention. Et je dirais que effectivement, le numérique a un intérêt en support, comme tu le disais, mais que il faut faire attention à ce que ça ne vienne pas nous faire perdre une expérience qui a été longue à acquérir. Et pour ça, je vous engage à venir voir toutes les startups que nous incubons à la FNAIM du Grand Paris, qui sont justement des supports à notre travail et qui nous accompagneront demain dans le quotidien sans imaginer nous remplacer. Ouais, voilà. Merci à tous d'avoir participé. À bientôt. Et le stand FNAIM est juste à 2 pas derrière pour les intéressés.